Je suis Sylvain Mondobari, le titulaire de la chaire d'excellence diasporas africaines et transculturalité de l'Université Bordeaux-Montaigne. Cette chaire est un dispositif de recherche financé par la région Nouvelle-Aquitaine, qui est co-dirigé par mon collègue Sylvain Racco, qui est dans la salle, qui est géographe, et qui a commencé ses travaux depuis le mois de septembre. Alors, dans le programme de la chaire, nous avons un cycle de conférences. Ce cycle de conférences a commencé avec notre collègue de l'Université d'Ottawa, Abdoulaye Gueye, et nous allons continuer aujourd'hui peut-être d'une manière un peu plus locale, puisque Marfal nous parlera surtout de la présence africaine en Nouvelle-Aquitaine. Marfal est sociologue, il a publié de nombreux ouvrages. Je vais citer quelques-uns de ces ouvrages, les principaux et ceux qui cadrent bien entendu avec notre problématique. Donc il a publié Des Africains noirs en France, des tirailleurs sénégalais au Black, chez l'Harmattan en 1987. Il a également publié Le Bordeaux des Africains aux presses universitaires de Bordeaux en 1989. Il a publié Présence africaine à Bordeaux de 1916 à nos jours, en 2011. Et tout récemment, son dernier livre, c'est L'universalisme républicain à l'épreuve, en 2023. Marfal est sociologue, je l'ai dit, mais à côté de la sociologie, ou parallèlement à son activité d'enseignant-chercheur et de sociologue, il est peintre. Un peintre qui s'est, si j'ai bien compris, spécialisé aussi sur la présence africaine en Nouvelle-Aquitaine. J'ai regardé ce matin ses expositions sur YouTube. Je vous recommande d'ailleurs de les regarder. Il a des très très belles toiles. Quand on lit Marfal, en tout cas quand on suit un peu l'évolution de ces différentes recherches, on peut dire, d'un point de vue historique, que Marfal s'est dès le départ intéressé à la présence africaine en Nouvelle-Aquitaine. Une présence qu'il a documentée, notamment dans le premier texte des Africains noirs en France, qu'il a documenté et avec un focus sur la Nouvelle-Aquitaine, bien entendu, mais d'une manière un peu plus générale sur les différentes phases de cette présence africaine depuis le XVIIIe siècle, si j'ai bien compris. Donc du XVIIIe siècle à nos jours, avec un très beau chapitre d'ailleurs sur les tirailleurs sénégalais, parce que j'ai appris énormément en lisant ce texte sur les tirailleurs sénégalais, la présence des tirailleurs sénégalais en Gironde, par exemple. Et donc, je suppose que Marfal va continuer, va approfondir et va nous présenter un peu à la fois son expérience de chercheur, mais aussi son vécu, puisque Marfal est citoyen de Bordeaux depuis 1974. Et donc, il y a à la fois, on va entendre à la fois la voix du chercheur qui a pour objet cette présence africaine, mais aussi le vécu d'un citoyen de Bordeaux et surtout d'un artiste. Donc, tout de suite, je vous cède la parole et voilà. Bien. Merci d'être là. Oui. Mais je voudrais d'abord commencer par vous remercier, la chaire d'excellence de diaspora africaine, pour votre invitation. Je voudrais aussi remercier les personnes qui sont présentes dans la salle, d'être là, bien sûr,
Et je voudrais aussi remercier des personnes qui ne sont pas dans la salle, qui n'ont pas pu se présenter pour des difficultés liées au changement d'horaire de la conférence. Je vais essayer de vous présenter quelque chose de la présence africaine et plus généralement la présence noire sur notre territoire aquitain, autour de deux blocs essentiellement. Le premier bloc, c'est un bloc, je vais faire un bref historique de cette présence-là, à travers un certain nombre de figures qui me paraissent importantes, les figures les plus significatives, les plus importantes, des thèmes qui sont liés, me semble-t-il, à quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui a été beaucoup discuté dès le début de cette présence africaine et présence noire de façon générale. Le premier bloc, mais les deux blocs, c'est en termes de présentation, mais les deux blocs sont liés, bien évidemment, parce qu'on va retrouver avec des temporalités différentes, mais des choses qu'on a observées, qu'on a recensées dans le premier bloc, qu'on va retrouver dans le second bloc, c'est-à-dire dans la société contemporaine avec les enjeux qui traversent notre société, la société française. Et le premier bloc, ça part ça va aller très vite, ça part des tirailleurs sénégalais jusqu'aux indépendances africaines de 1960. C'est-à-dire une période qu'on peut résumer, me semble-t-il, par quelque chose de très fort. C'est une période très marquée par ce que quelqu'un que l'on connaît quasiment tous, qui s'appelle Aimé Césaire, appelle la situation coloniale. On est sous la domination coloniale. Cette longue séquence, elle me paraît importante. Et Césaire dit, d'abord dans le discours sur le colonialisme, plus tard, de façon plus véhémente, parle notamment au congrès de 1956, le premier congrès des écrivains et artistes noirs organisé à Paris par Présence africaine dirigée par Alioune Diop. Césaire, dans son propos, il termine plutôt son propos, il dit « Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire ». Pourquoi Césaire, il dit ça? Césaire, il dit tout simplement que l'histoire de la colonisation, c'est un processus de spoliation, de dépossession des cultures et des communautés africaines de leur culture, mais c'est aussi un processus, et ça c'est intéressant, qui met hors du territoire de l'histoire l'Afrique et les sociétés africaines, hors du territoire de l'histoire. Et donc, on va voir dans ce premier bloc que les mobilisations que les populations africaines qui sont présentes ici sur notre territoire, les actions que ces populations vont mener, tout ça va contribuer à faire en sorte que ces populations-là, qui sont arrimées quand même au continent africain, s'inscrivent à travers leur mobilisation dans le temps du monde. Ça veut dire quoi? Dans le temps de l'histoire. Dans la condition humaine en tant que telle. Et moi, je vais essayer de montrer assez relativement rapidement qu'est-ce que cela veut dire dans cette période-là.
Bien sûr, pour moi, je ne fais pas l'impasse, bien sûr, sur l'esclavage, la traite, le rôle de Bordeaux et tout ça. Bien sûr que j'y reviendrai un peu plus tard dans le second bloc, parce que c'est devenu une thématique, un axe de mobilisation des populations, etc. etc. Mais j'ai choisi de partir de dater la présence africaine à partir de la présence des tirailleurs sénégalais, et je vais aller très vite. Ce qui m'intéresse fondamentalement dans cette présence, au-delà bien sûr de la contribution à l'effort de guerre, y compris sur le plan économique, sur le plan de la mobilisation, de l'investissement, et puis bon, enfin, de la guerre, des pertes humaines, etc., etc. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que pour moi, c'est le premier contact des Africains sur le sol métropolitain, dans la métropole de l'Empire. C'est le premier contact, et les tirailleurs sénégalais vont entrer en contact avec les populations locales, avec les administrations, etc., etc. Et il y a quelque chose quand même qui émerge de ce point de vue-là, qui me paraît intéressant à discuter, c'est que là, mais certains tirailleurs, pas tous bien évidemment, vont se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ils vont se rendre compte que les promesses qu'on leur avait tenues lors du recrutement, ces promesses-là, encore une fois, ces promesses-là ne seront jamais tenues. Et ça, il y a qui me paraît important aussi dans le prolongement de cette mobilisation, c'est ce qui se passe plutôt dans l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, et Bordeaux, la ville de Bordeaux, la région, et surtout Bordeaux, va être quand même un point de passage d'au moins 3 figures importantes d'un mouvement qui est en train de naître, dont le premier congrès s'est tenu en 1919 à Paris, qui est le congrès panafricain. D'accord? Et il y a 3 figures. Il y a la figure, je vais aller très vite, mais on en discutera sûrement. Il y a la première figure, c'est la figure de Marc Kojo Tuvalu Nguyen, un Dahoméen qui arrive tout jeune, à Bordeaux, qui fait ses études secondaires, ensuite qui va à Paris et il devient avocat, et qui crée une association très importante qui s'appelle la Ligue universelle de défense de la race noire. L'autre figure qui arrive, pour aller vite, c'est Lamine Senghor, qui est un ancien tirailleur démobilisé, etc., qui fonde ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé le comité de défense de la race, non pas noire, mais de la race nègre. Et ensuite, c'est Kemoko Garang Kouyaté qui prend la suite, qui va fonder la Ligue, toujours de défense de la race nègre. Et ces gens-là, dans le contexte de l'époque, dans l'entre-deux-guerres, ont su créer, à la fois, ou ont tenté de créer des syndicats, des véritables syndicats nègres, et ont créé et des revues et des journaux, et ont rompu avec leurs parrains de l'époque, notamment le Parti communiste français, avec la CGTU, etc. Et à l'époque, il fallait le faire. Et ce qui est aussi très intéressant, quand on lit justement les archives départementales, les archives municipales, quand on a accès aux journaux de l'époque que ces gens-là ont créés, mais ces journaux font une large part aux luttes à la fois des Noirs aux États-Unis, parce que figurez-vous que Marc Kojo Tuvalu Nguyen,
sera présent à New York au congrès de l'association de quelqu'un qui est une figure très importante du panafricanisme, qui s'appelle Marcus Garvey. Et donc, il y a une circulation des idées. Et l'essentiel des cadres, aussi bien du comité de défense de la race nègre que de la Ligue, c'est essentiellement le recrutement se fait. Les cadres sont recrutés essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et on a retrouvé la trace dans des villages très reculés de l'Afrique de l'Ouest, des journaux de la voix des nègres, etc., etc. Et ça me paraît important. Autrement dit, c'est que ces gens-là, dans cette période-là, très, très difficile, ont montré, c'est plus que valorisant du point de vue de leur objectif principal, qui n'était pas seulement d'inscrire les Noirs ou les Nègres, comme on disait à l'époque, dans l'histoire, c'est de faire la promotion de la condition humaine, me semble-t-il. Et ça reste valable, pour aller vite. Et dans le prolongement de ces divers mouvements, on va voir à Paris, etc., la revue du Monde Noir, Légitime Défense, etc., etc., avec un personnage aussi qui est très, très important sur le plan local, mais pas que sur le plan local, c'est aussi René Maran. C'est René Maran, prix Goncourt 1921 et tout ça. Et il y a eu des difficultés, je pense que c'était l'année dernière, le 5e anniversaire, pour lui donner le nom là, de la bibliothèque de Bacalan. Enfin, il y a un souci de ce point de vue pour ce que René Maran a représenté à bien des égards, y compris pour la ville de Bordeaux, le rayonnement de la ville et tout ça. Ce sera peut-être dans la discussion un peu plus tard. Et, il y a non pas une parenthèse, mais il y a l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, avec des choses extraordinairement, des faits d'armes, mais aussi des faits de résistance. Il y a la revue Ancrage, qui est dans le Lot-et-Garonne, à Villeneuve-sur-Lot, qui a consacré un numéro spécial sur la résistance dans le Lot-et-Garonne et le rôle des anciens combattants. Mais ça, c'est très important, ça, à savoir, me semble-t-il. Comme s'il y a, quelquefois, pour certains, l'oubli s'installe très vite. Et donc, moi, ce qui m'a... Et enfin, pour clore relativement provisoirement ce premier point, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans cette ville qui s'appelle le Congrès constitutif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est incroyable. Il y en a qui contestent l'existence de ce congrès à Bordeaux. J'aimerais bien, s'ils sont dans la salle, qu'ils osent lever le seul petit doigt. Le congrès constitutif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, et tout le monde sait ce que la Fédération d'étudiants d'Afrique noire représente comme cadre de socialisation politique, cadre de formation, pas que des élites. C'est en décembre, c'est du 30 au 31 décembre 1950, à Bordeaux. Il y a eu, dans le cadre de la préparation du sommet Afrique-France qui devait se tenir sur Bordeaux, des gens qui ont contesté la véracité de la
création de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France à Bordeaux, qu'ils osent continuer à nier l'importance justement de la présence africaine sur Bordeaux. Ça me paraît important de le relever. Donc, en résumé, ce qui me paraît intéressant par rapport à ce premier bloc, c'est que les thématiques de l'époque, que des gens, ils étaient des marins, dockers, et il y a eu des peintures superbes d'un peintre bordelais qui s'appelle Georges de Sonneville, qui marque la présence justement de ces marins et dockers. Ces gens-là, ils n'étaient pas tous des intellectuels, des lettrés et tout ça, mais ce sont des gens qui ont construit des outils politiques et intellectuels qui nous raccrochent à eux dans notre construction, dans notre parcours en tant que citoyen, en tant qu'individu et tout ça. Et ça me paraît important d'en discuter. C'est-à-dire que pour moi, le détour par l'histoire est nécessaire pour mieux appréhender les obstacles qui se présentent dans le difficile chemin de la construction de la modernité africaine noire à Bordeaux et dans la région. Ça me paraît important de le souligner. Et j'avais abordé le deuxième bloc. Moi, je l'appelle de l'immigré au minoritaire. Le deuxième bloc, parce que l'immigration subsaharienne, elle démarre véritablement en 1963, parce qu'il y avait, le patronat français avait peur des conséquences de la guerre d'Algérie, etc., etc. Donc, le patronat français est allé directement, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, pour recruter des gens, bien sûr. Et les indépendances, il y a des accords entre la France et des États africains, tout ça. C'était relativement aisé et tout ça. Et facile. Et les immigrés subsahariens, quand ils arrivent, ils ont un projet. Leur projet initial, ce n'est pas de rester vivre définitivement sur le sol aquitain ou métropolitain et tout ça, ou français, hexagonal. Ils sont venus pour travailler. On ne migre pas pour ne rien faire. Ce n'est pas vrai. On migre pour travailler. Et leur séjour, dans leur projet initial, c'était quelques années, le temps d'économiser, d'épargner, etc., et de rentrer dans leur pays d'origine. C'était ça, le projet initial. Pas autre chose. Pas autre chose. Ce sont d'abord des hommes seuls, célibataires en tous les cas ici, même s'ils étaient mariés et tout ça, dans leur pays. Et ils vont essayer de reconstruire des groupes primaires, de solidarité primaire, à travers des repas, à travers le logement collectif, etc. Des groupes premiers de sociabilité, d'entraide, etc., etc. Tout ça. Mais ça, c'est là. Mais on a déjà étudié ça. Mais aux États-Unis, avec l'immigration des Polonais, des Italiens, etc., etc. Mais en France, il y a un retard énorme du point de vue des études en sciences sociales sur la question de la migration. Et donc ces gens-là, parce que certains sont analphabètes, ceux qui sont analphabètes n'ont pas les codes pour entrer dans cette société, ne serait-ce que provisoirement. D'autres qui ont eu, par exemple, sur le plan religieux, qui sont des catholiques,
ont été accompagnés. Ici, on connaît des familles qui ont été accompagnées par les paroisses catholiques, etc., pour qu'ils entrent progressivement dans la société française et tout ça. Et donc, les modes d'insertion entre quelqu'un qui est analphabète en français et quelqu'un qui a une socialisation préventive en français parce qu'il a fait l'école, etc., c'est pas la même chose. On ne décode pas les choses de la même façon. Et donc, ce qui apparaît, encore une fois, pour aller très vite, c'est-à-dire qu'il y a des différenciations. Donc, l'immigration, les migrants subsahariens ne sont pas un groupe social homogène, mais il y a par commodité, on va parler des Africains et tout ça, comme si c'était une communauté fermée, close sur elle-même, etc. Et donc, du point de vue de la sociologie, il faut justement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conduites que ces populations ont dans le rapport avec les Français et puis dans le rapport entre eux, etc. Et nous, on a essayé, à travers des enquêtes au long cours, essayer de comprendre les enjeux et comment expliquer que les gens dont on a pensé qu'ils ne voulaient pas s'intégrer, qu'ils ne voulaient pas s'insérer parce qu'ils sont tout le temps entre eux, etc., etc. C'était pas ça. On a compris que c'était le fait de se retrouver, c'était ni plus ni moins pour atténuer le choc de la transplantation dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne maîtrise pas les codes en tant que tel. C'est ça la question fondamentale qui est posée. Et c'est réconfortant quand on migre de se retrouver, de ne pas se retrouver seul. De toute façon, il y a des pionniers, il y a des... Voilà, donc qui accompagnent, qui accueillent, qui aident, etc., etc. Et donc, tout ça, on a essayé de travailler là-dessus pour comprendre comment les choses fonctionnent du point de vue des migrants africains. Et pour moi, ma lecture à moi du mouvement, du processus migratoire, ça se termine, en tous les cas ici, sur le territoire aquitain. Le provisoire se termine quasiment dans les années 80. Le provisoire, il devient structurel. Il devient structurel, pourquoi? Parce que, n'oubliez pas que ce sont des hommes seuls qui venaient, à la force de l'âge, qui venaient travailler, tout ça. Mais depuis 1974, justement, avec l'arrêt officiel de l'immigration de main-d'œuvre, c'est on va favoriser le retour, la loi Stelleru, etc., etc. C'était sous Giscard et tout ça. C'est prends 10 000 balles et casse-toi et tout ça. Et rentre au pays. Les gens ont pris 10 000 balles, ils sont revenus. Ils sont partis, ils sont revenus. Et donc, mais bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient la possibilité d'aller et de venir se sont dit, on n'a plus la possibilité de voyager comme on faisait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir leurs femmes. Parce que du point de vue de la société française et de l'État français, c'était des célibataires. C'était des célibataires, ils n'avaient pas de vie de famille, etc. Alors qu'ils allaient visiter leurs femmes tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc., etc. Et c'est avec l'arrivée des femmes et avec la naissance, la reconstitution de famille, la naissance d'enfants, etc., que le visage de l'immigration va changer. L'immigration change de nature. On n'est plus
dans une immigration provisoire, on est dans une immigration de peuplement. Et c'est ça qui change tout. Comment on peut le visualiser, ce changement? À travers la mobilité résidentielle. Les premiers migrants, quand ils arrivent, ils habitent dans un habitat insalubre, dans des taudis, dans des trucs de transit. Là, dans les segments les plus délabrés du parc privé locatif. Et là, avec l'arrivée des femmes, la constitution ou reconstruction de familles, il y a une mobilité résidentielle qui se mesure à l'entrée justement des familles dans le parc social. Mais dans les segments les plus délabrés du parc social. Moi, j'ai fait une enquête en de 92 à 95 pour la direction régionale de l'équipement et pour la direction départementale de l'équipement sur le logement des immigrés. On a visualisé là où habitaient les immigrés, y compris dans le parc social. C'est dans les segments les plus délabrés. Et aujourd'hui, on peut mesurer progressivement la mobilité résidentielle des familles immigrées qui, certaines, sont passées du parc des segments les plus dégradés du parc social, sont arrivés dans les segments de standing, certains ont accédé à la propriété, etc. etc. Et ça se mesure. Ça se mesure aussi le changement dans le mobilier des familles. Il faut rentrer dans les familles pour observer comment ces familles-là, elles sont installées durablement, pour ne pas dire définitivement, avec le mobilier. Ça a un sens. On ne se trimballe plus avec des canapés qui sont lourds et des... Ça a un sens. Et quelque chose d'extraordinairement important, quand on regarde les impayés de loyers dans le parc social, rares sont les familles africaines qui ne payent pas le loyer. Le premier poste, c'est le loyer. Ça, c'est très important, ce que je suis en train de dire. Et donc, là, il y a une stabilisation de ces familles-là dans la société. Et ils ont des enfants. Et il y a le taux de fécondité des femmes subsahariennes qui a largement baissé. Ça, les démographes l'ont mesuré, etc. Et tout ça. Ça, c'est important, ça. Et quand on fait des enquêtes, quand on pose des questions aux femmes, on leur demande si est-ce qu'elles ont... Les femmes se sont autonomisées progressivement à travers les cours d'alphabétisation, le permis de conduire, le ceci, cela et tout ça, ce qui n'a pas fait beaucoup plaisir aux hommes d'ailleurs, mais bon, peu importe. Il y a quelque chose, la féminisation de ce qu'on appelait l'immigration subsaharienne, elle a été fondamentale dans la modification des conduites sociales, politiques et culturelles de ce groupe qui est loin d'être homogène. Moi, ce qui m'intéresse pour clore provisoirement, c'est que la rupture, c'est milieu des années 80 jusqu'à les années 90 avec des actions mais jusqu'à maintenant, je vois ici des gens qui font énormément, qui ont des initiatives très importantes du point de vue de la mobilisation des diasporas africaines, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et ça me paraît important. Mais le changement véritable, me semble-t-il, c'est l'émergence de la catégorie jeune. Même si ces jeunes-là, moi j'ai fait une enquête relativement récemment,
2018, 2019, 2021. J'en ai fait 2020, mais là, c'était pour le compte du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, sur les Sénégalais, machin. Et ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est que les jeunes, de par leur conduite, de par les questions qu'ils posent à la société française, à travers notamment ce qu'ils vivent comme racisme, discrimination, etc., qui sont documentés en tant que tels, ont besoin de se rapprocher. Moi, en tous les cas, c'est ce que j'ai constaté, ont besoin de se rapprocher de leurs aînés qui ont largement, à travers leurs initiatives collectives, individuelles, associatives, politiques ou sociales, etc., ont ouvert la voie. Et il est, me semble-t-il, souhaitable qu'on puisse, en tous les cas, aborder dans notre conversation la question de l'actualité de l'émergence d'un acteur social qui serait constitué des diasporas africaines, quoi, en tant que tel, mais qui s'articulerait autour du legs, à la fois sur le historique, mais aussi contemporain, parce que, bon, je pense à l'initiative, par exemple, mais collective, mais qui est portée aussi par des individus. Je pense aux Journées nationales des diasporas africaines. Je pense aussi à Mémoire et Partage. Je pense aussi à ACAFI. Je pense à des initiatives individuelles comme celle de Kadou Diaspora. Je pense à tout un tas de choses. Il me semble que la voie, et en tous les cas, c'est à travers mes enquêtes, ce qui me revient, c'est qu'il est temps qu'il y ait un espace de confrontation de points de vue des uns et des autres, un espace apaisé, mais frontal sur les enjeux fondamentaux qu'on a. Et aujourd'hui, les enjeux fondamentaux que nous exprimons ce soir, c'est les enjeux d'une minorité, qui est la minorité africaine et la minorité noire, qui doit se vivre et s'entendre comme une hybridation aussi. Parce que ça fait nos enfants qui sont nés ici, de parents africains ou autres, ils sont nés ici, ils sont français, etc. Même si on leur dénie, il y a le déni de francité avec l'histoire des Français, des papiers et tout ça, il me paraît important de trouver un cadre. Peut-être que la chaire de diaspora pourrait permettre à ce qu'il y ait de grandes rencontres, mais des débats, de confrontation de ce qui existe, des initiatives. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Marfal, pour à la fois cet exposé, mais aussi ce témoignage. Ce que je retiens, c'est la réalité de ces deux blocs. Vous êtes parti de la présence des tirailleurs sénégalais, finalement, à ce que nous, on appelle les Afropéens, c'est-à-dire les enfants nés en France, de nationalité française. Vous avez un terme qui est sorti, celui de l'hybridité, du métissage, à la fois biologique et culturel. Et finalement, peut-être, comment se positionner par rapport à ce que vous avez appelé le leg. Ces racines africaines, mais aussi la réalité dans laquelle ont vécu ces jeunes, qui n'est plus du tout la réalité africaine, c'est une réalité française. Et donc, ces jeunes
contrairement à la génération des tirailleurs sénégalais qui avaient des racines ancrées sur le continent africain, ces jeunes ne partagent plus du tout la même vision même de la vie, ils ne partagent même plus du tout la même perspective. Ils sont, pour ainsi dire, chez eux et ils devront trouver leur place quelque part ici. Et d'ailleurs, vous avez écrit, et je vous cite, l'Africain d'hier et d'aujourd'hui, l'homme de demain, ne définit plus son identité à la source, à la terre. Il est désormais situé dans l'entre-deux de l'immigration, jamais totalement de quelque part, entre départ et arrivée, étranger familier, défini par le passage et le mouvement, une certaine perception d'un état fuyant et d'une relativité permanente. On retrouve vraiment dans cette citation que j'ai retrouvée dans l'un de vos ouvrages, la complexité de cette identité que nous on appelle afropéenne, c'est un terme assez moderne pour restituer un peu la situation de cette génération assez particulière. Donc je vais tout de suite passer la parole